Bonjour, nous sommes le vendredi 10 juin, voici les titres de ce journal. C'est parti pour un mois de football. L'Euro débute avec le match France-Roumanie. Les bars ont sorti les télés, accroché les drapeaux et les supporters vendéens des Bleus sont prêts. Un reportage au début de cette édition. Le bac approche, première épreuve écrite mercredi prochain. Entre la pression des parents et la peur d'échouer, certains candidats angoissent et consultent. Nous sommes allés voir une sophrologue. Elle nous dira que le stress n'est pas forcément un handicap. Au contraire, il peut permettre de se motiver avant les épreuves. Et puis 100 ans après, retour sur un épisode de la bataille de Verdun, c'est celui de la tranchée des baïonnettes. L'histoire concerne le 137e régiment d'infanterie de Fontenay-le-Comte qui a perdu plusieurs dizaines d'hommes entre le 11 et le 12 juin 1916. La découverte d'alignements de baïonnettes à côté des corps a contribué à forger une légende qui ne tient pas aux yeux des spécialistes. Vous devez maintenant le savoir, l'Euro de football débute ce vendredi, événement attendu par les fans de ballon rond, redouté par tous les autres. Jusqu'au 10 juillet prochain, la France accueille les meilleures nations du foot européen. Les Bleus ouvrent la compétition en affrontant la Roumanie, un match auquel se sont déjà préparés les supporters de l'équipe de France, y compris ici en Vendée. Maquillage, écharpe et ballon bleu-blanc-rouge étaient déjà de sortie ce vendredi à La Roche-sur-Yon. C'est ce qu'ont pu constater Élodie Pépin et Camille Nombalé. Dans les rues de La Roche-sur-Yon ce midi, beaucoup ont déjà prévu leur soirée. Ce soir, je regarde la France qui joue. J'y pense, je le prépare ça. Je crois que l'équipe de France joue ce soir, mais... Et bien sûr, c'est l'Euro. Le match. Ouais, on attend tous ça. On va regarder le match, ouais. Je pense autour d'une pizza et d'une bonne bière entre amis, ça va être sympa. À quelques heures du match, les commerçants, eux, sont en pleine préparation. Dans ce bar, il reste encore des fûts à installer et une dernière télévision à accrocher. Là oui, on est à fond dans les préparatifs. La journée va pas être assez longue. Habituellement fermé, ce gérant a décidé d'ouvrir spécialement pour l'occasion. Et il a tout prévu, des drapeaux, un camion snack et 4 télévisions. On table sur 150-200 personnes, à peu près. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis des télés partout. Je pense qu'on est bon là. Dans cet autre bar également, c'est l'effervescence. Lunettes, fanions, ballons, tout y est. Mais parfois, les préparatifs s'avèrent un peu plus compliqués. C'est pour les percer. Martin Hubert n'en est pourtant pas à son premier ballon d'essai. Toute l'année, son bar propose des soirées sport qui parfois lui permettent de doubler son chiffre d'affaires. Mais ce qui importe à Martin, c'est avant tout la victoire des Bleus. Et il en est persuadé, elle aura bien lieu. Allez, en avant. Pour ce soir, je dirais combien ? 3-0 pour la France ? 3-0, c'est ce que nous verrons. En tout cas, Samuel, ici, nous sommes tous équipés et prêts à soutenir l'équipe de France. Et espérons que cet Euro de football ne perturbe pas trop les lycéens en pleine préparation du bac. La première épreuve écrite pour les terminales, ce sera mercredi. La pression monte du côté des candidats, un stress avec lequel ils vont devoir composer avant et pendant les épreuves. Pour tenter de se relaxer, certains jeunes n'hésitent pas à les consulter, par exemple une sophrologue, Apolline Laurent. À quelques jours de la fameuse épreuve de philosophie, Léa sent monter le stress. Alors pour gérer pleinement ses peurs, elle a décidé de rencontrer une sophrologue. Pendant 1 heure, elles vont échanger, chercher des astuces pour se détendre et surtout se préparer mentalement à l'examen. En jargon sophrologique, on appelle ça la visualisation. On va imaginer que tu es dans la salle, finalement, la salle d'examen. Donc t'imaginer en train de t'installer tranquillement. C'est toujours un peu stressant de se retrouver devant une copie et de se dire on joue notre vie dessus. J'ai entendu parler de la sophrologue. J'ai des amis qui l'ont fait et qui m'ont dit que ça marchait très bien sur elles, qu'elles arrivaient à se détendre et qu'elles avaient appris plein de techniques de respiration qui les apaisaient avant, par exemple, les oraux ou les écrits. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer du coup. Et pour être détendu, rien de tel que des exercices de respiration. Gérer le stress est une étape de préparation importante pour ces jeunes qui sont partagés toute l'année entre choix d'orientation et échéance du baccalauréat. Mais si le stress peut être un handicap dans certains cas, il faut également le relativiser. Le stress, c'est bien aussi. C'est important d'être stressé. Donc, il ne faut pas avoir peur du stress.
Le stress y rend finalement plus concentré, plus attentif. Notamment avant, ça permet d'être motivé. Donc c'est normal d'être stressé, voilà. Et c'est pas parce qu'on va être stressé qu'on va ressentir le stress que ça va mal se passer, au contraire. Donc je dirais oui, positiver le stress. Et parmi les astuces pour être en bonne condition le jour J, rien de tel qu'un bon match de foot entre copains ou une activité sportive, une alimentation saine et équilibrée, du repos et surtout rire. Pourquoi pas, la veille, regarder un film drôle. Le rire est très important donc, pour justement déstresser. Donc rire justement quand on attend l'épreuve, être souriante, souriant, parce que garçon aussi, avoir une attitude, c'est important l'attitude de confiance, voilà. Donc ça déjà ils peuvent essayer de, comme si qu'ils jouaient un rôle de quelqu'un qui est à l'aise, confiant, souriant. Arriver confiant le jour de l'examen passe par une bonne nuit de sommeil et surtout un bon petit déjeuner pour recharger les batteries et disposer d'assez d'énergie pour tenir ce marathon des épreuves. La rentrée de septembre, elle se prépare dans les écoles privées. La carte scolaire vient d'être annoncée. Elle établit les ouvertures et les fermetures de classes en fonction notamment des effectifs attendus. Dans le département, 13 ouvertures ont été décidées, auxquelles s'ajoute la création de 5 postes pour accompagner les enseignants dans certaines écoles rurales ou accueillant des enfants handicapés. 16 fermetures de classes ont été actées. Un prix Nobel de la paix de passage ce vendredi en Vendée. Il s'agit du climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le scientifique était à La Roche-sur-Yon à l'occasion du Science Tour Climat, une exposition itinérante de l'association Les Petits Débrouillards, pour tenter de faire comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique aux plus jeunes. Je crois que c'est très bénéfique d'avoir cette relation entre une association qui s'intéresse à l'environnement, qui va vers les écoles, et on voit bien que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses aussi. Donc ça participe, moi j'approuve, disons, j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes qui consacrent leur temps à l'éducation à l'environnement au sens large, donc le changement climatique aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres aspects bien sûr. Et après La Roche-sur-Yon ce week-end, le Science Tour Climat fera étape d'ici la fin de la semaine prochaine à Aizenay, Le Poiré-sur-Vie et Belvigny. 34 kilos, c'est la quantité de poissons et de fruits de mer que chaque Français consomme par an. En majorité du thon, du saumon et des crevettes. Mais c'est à une autre espèce plus discrète que nous avons décidé de nous intéresser. C'est le turbo, un poisson apprécié notamment sur les plus grandes tables des restaurants. À Noirmoutier, une entreprise en élève depuis une trentaine d'années. Mais elle réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. C'est le dernier volet de notre série sur les produits de la mer. On l'appelle le roi des poissons plats. Le turbo fait partie de ces espèces, comme la sole, qui subissent une métamorphose. À l'âge larvaire, son anatomie est symétrique. C'est au bout du 20e jour que la migration sur le côté gauche commence. Imaginez le poisson, au départ, il est comme ça dans l'eau et il nage. Et petit à petit, il va subir cette métamorphose et il va venir se poser sur le fond. Et si on le retourne, doucement, si on retourne doucement, voilà, vous avez l'empreinte de l'œil qui a migré et vous avez sa petite nageoire latérale droite qui est atrophiée. Atypique, ce poisson est élevé ici à Turbo France, sur l'île de Noirmoutier, depuis 1987. De la fécondation au grossissement du turbo, cette entreprise maîtrise toutes les étapes. Elle les commercialise ensuite à des grossistes ou des supermarchés et à quelques restaurateurs. C'est un poisson qui est un petit peu particulier, qui est peu connu de la ménagère. Par contre, c'est vraiment un poisson réputé pour sa qualité de chair et c'est un poisson qui est beaucoup vendu en restauration gastronomique et qui est très connu des chefs. Et des chefs locaux qui l'ont mis à leur carte, il est facile d'en trouver sur l'île de Noirmoutier. Giovanni Fouché le propose à ses clients depuis une dizaine d'années. J'ai mis le turbo à ma carte parce que c'est un poisson que j'apprécie déjà. C'est un produit qui a une fraîcheur, une très bonne fraîcheur, comme on travaille juste à côté. On est sur l'île, donc on travaille aussi avec les entreprises locales. Reconnu pour ses qualités gustatives, le turbo est apprécié pour la fermeté de sa chair, mais il reste un poisson d'exception que les familles s'offrent pour de grandes occasions. Merci.
On ouvre une page voile à présent avec d'abord cette exposition inaugurée au Sables d'Olonne. Elle s'intitule « Les aventuriers de l'océan, du Moyen-Âge au Vendée Globe ». Elle a pour ambition de retracer l'histoire de la conquête des mers, des premières explorations jusqu'aux courses à la voile, en passant par le développement des échanges maritimes. Ce sont des personnages, un marin, un aventurier, un skipper, qui viennent présenter leurs aventures, leurs histoires. Et donc il y a 5 îlots différents qui présentent chacun, l'un le Moyen-Âge, l'autre les corsaires du 18e, l'autre les grands aventuriers du 19e avec l'Astrolabe. Et enfin, évidemment, le Vendée Globe, parce que le Vendée Globe, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais avant les skippers du Vendée Globe, beaucoup d'aventuriers ont pris le large au départ des Sables d'Olonne et de la Vendée. Et cette exposition est visible jusqu'en mars prochain au village nautique des Sables d'Olonne face à l'esplanade du Vendée Globe. Et voilà qui nous amène à la Transat New York-Vendée-Les Sables. Vincent Rioux se classe 5e. Son bateau PRB a franchi la ligne d'arrivée ce vendredi matin vers 8h30. Après environ 11 jours et 11 heures de course, une traversée de l'Atlantique qui aura été compliquée, marquée par une voie d'eau et une génératrice qui a pris feu. Vincent Rioux donc plutôt content d'arriver aux Sables d'Olonne. Ça fait plaisir déjà d'arriver, ça rappelle plein de souvenirs et puis c'est un peu la maison ici, donc ça fait c'est un bon moment que d'arriver au Sable. Avec un accueil toujours au rendez-vous, il faut le signaler parce que même ce matin tôt, alors que j'arrive quand même un peu en décalage avec la tête de flotte, il y a encore plein de monde sur l'eau, plein de monde sur les quais, donc c'est sympa. Voilà, les Sables toujours au rendez-vous. Et en début d'après-midi, c'est Tanguy Delamotte qui est arrivé. Le skipper d'Initiative Cœur a bouclé sa transat vers 13h15, près de 2 jours après le vainqueur, Jérémy Bayou. Tanguy Delamotte, donc 6e et qui participera en novembre prochain à son 2e Vendée Globe. Et les derniers skippers devraient tous arriver aux Sables d'Olonne d'ici la fin du week-end. Selon les dernières prévisions, Fabrice Amédéo sur New Rest Matmut doit boucler sa transat ce samedi, juste avant le lever du jour. Morgan Lagravière, qui s'est formé à la course au large en Vendée, devrait lui arriver dans la nuit de samedi à dimanche. Les 4 derniers IMOCA sont attendus dimanche dans la journée. Yann Eliès et Jean-Pierre Dick sans doute en tout début d'après-midi. Le néerlandais Erema et le néo-zélandais Coleman en fin d'après-midi. Et parmi les autres événements sportifs, il y aura de l'ambiance ce samedi, salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon pour le dernier match de la saison de la Vendéenne. Le club de ring hockey reçoit Saint-Brieuc et à la clé, il y a peut-être un titre de champion de France de N1. Les Vendéens sont actuellement leaders du championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. En basket, tout ce week-end, ce sont les finales du tournoi l'Amicaline Basket Go. 80 équipes de toute la France vont s'affronter à Chaland, mais aussi Sallertaine ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au total, 12 communes vendéennes accueillent des matchs de cette compétition. Et puis dimanche, ce seront les foulées du bois. La première course s'élancera à 16h. Avant, l'épreuve la plus impressionnante, unique au monde, la course des As. Une trentaine d'athlètes lancés sur le passage du bois pour une course contre le chronomètre, mais surtout contre la mer qui monte. Le départ sera donné à 19h50. 1 millier d'enfants rassemblés au château de Tiffauges, des élèves d'une quarantaine de classes d'écoles privées du département. Ils ont pu s'initier au tir à l'arbalète, mais aussi à la calligraphie, des ateliers sportifs et culturels qui clôturent en fait le travail de toute une année scolaire. Depuis la rentrée de septembre, ces élèves ont en effet suivi un projet pédagogique autour du Moyen-Âge, baptisé De Faux et d'Épée. L'objectif, c'est de proposer à ces classes un projet pluridisciplinaire, donc qui concerne plusieurs matières, du français, des mathématiques, de l'histoire géo, des sciences, des arts visuels, du sport et de la pastorale. Et de le travailler en classe sur plusieurs semaines autour donc de cet album de littérature de jeunesse. Et ensuite, aujourd'hui, donc c'est une journée un peu pour réinvestir les apprentissages réalisés en classe, avec ce côté festif, ce côté de rencontre aussi entre les écoles, voilà, dans le cadre du château de Tiffauges, qui est un cadre adapté à notre projet.
C'est une des légendes qui accompagne l'histoire de la Première Guerre mondiale, la tranchée des baïonnettes. Vous connaissez peut-être cet épisode de la bataille de Verdun. Il y a tout juste 100 ans, autour du 12 juin 1916, plusieurs dizaines de soldats du 137e régiment d'infanterie de Fontenay-le-Comte mouraient, l'arme à la main. La légende veut qu'ils aient été ensevelis après un bombardement et que seules les baïonnettes de leurs fusils dépassèrent de terre. La vérité est ailleurs. Cyril Guillet lève le voile avec un ancien militaire passionné d'histoire. Une petite reproduction du drapeau du 137, voilà. Basé à Fontenay-le-Comte, le 137e régiment d'infanterie a fait sa dernière prise d'armes en 1998. Un régiment dans lequel le lieutenant-colonel Mainviel a servi est tristement célèbre pour avoir essuyé de lourdes pertes les 11 et 12 juin 1916 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tranchée des baïonnettes. Tué 7 officiers, 20 sous-officiers, 14 caporaux, 64 soldats. Ça fait 105 personnes. Des blessés, il y en a 409. Il y a surtout des disparus, 1049. 1049 disparus. Or, les disparus, on ne les a jamais retrouvés. Bon nombre de Vendéens ont perdu la vie lors de cette bataille et se sont retrouvés ensevelis dans une tranchée où seuls les canons de leurs fusils et leurs baïonnettes émergeaient du sol. Ce fait a donné lieu à de nombreuses légendes. Certains disent même que ces soldats ont été enterrés vivants lors d'un bombardement, mais la vérité est tout autre. Pris en tenaille dans leurs tranchées, les troupes françaises se sont retrouvées à la merci des Allemands. Et d'un seul coup, elles sont à court de vivres, elles ne sont pas relevées, elles sont à court de munitions et les troupes allemandes viennent les attaquer. Il y a des mitrailleuses allemandes qui sont sur la ferme de Thiaumont, qui les prennent en enfilade et qui tirent les tranchées par derrière. Et là, ils ne peuvent plus s'échapper ni par devant, ni par derrière, ni se rendre. Bloqué par les tirs d'artillerie, le 137e RI va perdre plus de la moitié de ses hommes lors de ces combats. Et pour ce qui est des baïonnettes plantées dans le sol, là aussi, l'explication est très claire. Quand il y avait comme ça et qu'on n'avait pas le temps d'enterrer les morts, pour marquer l'emplacement, on mettait le fusil. Là, en l'occurrence, le fusil avec la baïonnette debout. Chez les Américains, très souvent, c'est le fusil avec la baïonnette plantée dans le sol et la crosse au-dessus pour montrer l'emplacement d'une tombe. Malgré tout, cette histoire reste encore aujourd'hui et est par la suite devenue l'emblème du 137e RI. La légende dit ils ont été ensevelis debout face à l'ennemi. D'où la représentation de l'insigne du 137, où on voit ces baïonnettes et ces casques et ces gens qui regardent face à l'ennemi. Un premier monument en bois fut érigé à la sortie de la guerre, à proximité de la tranchée des baïonnettes. En 1919, un Américain fait construire un édifice en béton tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il symbolise le sacrifice de tous les hommes morts attendant un ordre. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil à la météo prévue pour ce week-end. Ce sera mitigé. Le ciel va rester partagé entre nuages et éclaircies avec des averses de temps en temps et du vent qui va se renforcer. Les températures seront stables, une quinzaine de degrés pour les minimales, une vingtaine pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal. Moi, je vous souhaite un très bon week-end.